Qui s'intéresse à la jeunesse? D'utiliser les jeunes pour un peu faire beau, c'est comme un décor planté. Et cette feuille de route 2026, création de 350 000 emplois. Pour 2026, c'est déjà, on peut dire, difficile à atteindre. L'échappatoire des jeunes pour pouvoir s'impliquer dans la chose publique, se rapprocher des cercles de décision, c'est les associations. C'est-à-dire que la jeunesse marocaine, lorsqu'elle est à l'extérieur du Maroc, elle brille. Et que la jeunesse marocaine, lorsqu'elle est au Maroc, on fait en sorte qu'elle ne brille pas. Aujourd'hui, on construit des stades. Oui, construire des stades, on est de plus sur les 2025, infrastructures. Ouais. Exactement, ça veut dire on ne parle pas jeunes. Donc, pour être sincère. Bienvenue, Amine Senouni. Merci, c'est Rachid. Bonjour à vous et aux chers téléspectateurs. Et merci pour l'invitation. C'est avec plaisir. Et en plus de recevoir un jeune actif, ou un jeune tout court d'ailleurs, c'est toujours un plaisir. Merci, un plaisir partagé. Je rappelle, Amine Senouni, que vous êtes professeur universitaire et que vous êtes également président fondateur de la GCMP, la jeune communauté Publico-Éco. Donc c'est une plateforme dédiée à connecter les jeunes et la jeunesse avec la politique et la chose publique. Exactement. Donc je rappelle aussi que c'est une plateforme et un collectif qui a été créé il y a à peu près 10 ans. Exactement, depuis 2014. Pour être le plus précis possible. Exactement. Bienvenue en tout cas dans cette émission 7e Sens, format dédié à donner du sens au sens, parce qu'on nous dit qu'il faut être en capacité aujourd'hui de donner du sens et du sens politique aux choses. Exactement. Donc tous les débats et tout l'intérêt du débat avec vous, mais celui il est à ce niveau-là. Et puis surtout, écoutez cette jeunesse aussi prendre la parole. Oui. D'où l'intitulé de l'émission d'aujourd'hui. Qui s'intéresse à la jeunesse? Parce qu'aujourd'hui, Amine Senouni, vous avez l'impression, la sensation qu'on s'intéresse à la jeunesse. En fait, si on peut répondre à première vue, on peut déclarer d'emblée que normalement, sur toutes les scènes, sur tous les échiquiers, donc nous parlons jeunes. Mais réellement, est-ce qu'il y a, on peut dire, du sens à cette implication des jeunes dans la chose publique? C'est une question qui surgit. On peut dire répondre par le fait que nous n'avons pas encore mis en place les moyens pour que ces jeunes aient, on peut dire, le pouvoir, participent activement dans la vie publique, qu'ils prennent les rênes aussi au niveau local, au niveau des petits quartiers, les circonscriptions, les districts, etc. Ça veut dire, en d'autres termes, qu'on est plus dans des slogans, parce que vous savez que maintenant c'est un peu la mode de donner l'importance à la jeunesse, sachant que selon les chiffres du ACP, les jeunes représentent à peu près 12 millions de la population, soit... On est sur un gros tiers de la population. Exactement, 32%. Ça veut dire que si on ne parle pas de jeunes dans les partis politiques, etc., c'est une façon de réinventer le discours de certains partis. Est-ce que ça veut dire, Amine Senouni, qu'en fait, quand on parle de jeunes, mais on ne sait jamais les jeunes qui parlent des jeunes? Et que fondamentalement, vous êtes les laissés pour compte, voire les dégâts collatéraux des politiques publiques, compte tenu que vous considérez que la jeunesse, on ne lui accorde pas la place qui lui est due? Je trouve oui, ça veut dire qu'on est plutôt, on peut dire, d'utiliser les jeunes pour un peu faire beau. C'est comme un décor planté dans des surfaces, mais pas leur attribuer des rôles de premier niveau, on peut dire, dans les partis politiques, etc. Autrement dit, oui, on sait que, parce que parfois aussi il y a le discours des politiques qui sort, ça veut dire qu'il faut un peu prendre du temps, d'être coaché pour devenir leader, etc. Oui, mais après, on trouve également qu'il y a des jeunes qui ont fait un parcours de militantisme et par la suite, ils sont écartés par des dinosaures qui sont habitués d'investir la scène politique dans des partis. Est-ce que ça veut dire que l'accès aux formations politiques ou l'accès à la politique tout court, il est fermé pour la jeunesse? Il n'est pas fermé, justement. Ça veut dire qu'on prétend qu'on est ouvert aux jeunes, mais réellement, il n'y a pas une implication. Donc, je ne généralise pas, parce que de toute façon, je n'ai pas de chiffres pour étayer mes propos, mais après, c'est un constat. Ça veut dire qu'on ressent, qu'on trouve, il y a peu de jeunes, parfois, qui arrivent à être, on peut dire, confirmés pour des circonscriptions. Ça veut dire, parce qu'on a enlevé la liste des jeunes. Ça veut dire, là, il faut qu'on mette des jeunes en tant que tête de liste. On trouve, c'est rare, on le trouve dans certains partis. Après, bien sûr, même s'ils sont parfois proposés, il n'y a pas, on peut dire, un accompagnement, un suivi. Ça veut dire que parfois, on les met dans des circonscriptions où il y a le grand risque de ne pas aboutir, de ne pas en fait rappeler le siège. Ça, c'est pour l'accessibilité à des mandats, pour se présenter aux élections, mais dans la vie de tous les jours. Dans les politiques publiques qui sont menées, dans ce qui est fait concrètement, est-ce que vous considérez qu'il n'y a pas de dispositif spécifique pour en direction de la jeunesse et des jeunes en particulier? Parce que quand on voit aujourd'hui les chiffres, les indicateurs principaux, que ce soit au niveau de l'école, système éducatif, que ce soit au niveau de indicateurs emploi et surtout indicateurs chômage, c'est que dans les deux cas de figure, c'est les jeunes qui pâtissent d'un système éducatif public qui ne fonctionne pas
et d'une politique emploi où c'est essentiellement les jeunes qui sont au chômage. Exactement. Je trouve que dans les politiques publiques, on a encore, on peut dire, confronté à ce problème. Ça veut dire qu'il y a des politiques publiques qui ont été préparées pour inclure les jeunes dans la vie économique et sociale, aussi bien les différents chantiers ou bien les programmes menés par le gouvernement, notamment Força, Idmej, Aurash, etc., mais qui n'ont pas réussi à déraciner la problématique du chômage dans un premier temps, ou bien plutôt c'est juste une lueur d'espoir qui est très timide dans un ciel plein de certitudes. Parce que après, quand on est, on peut dire, devant des politiques d'emploi, nous devons en mesurer, on peut dire, l'impact avec des indicateurs qui sont chiffrables. Si on prend ces initiatives qui ont été lancées, ça prenait les jeunes comme étant une cible. Mais après, la plaie est toujours ouverte. Ça veut dire on voulait en fait juste apaiser parce que déjà Força et Aura, si on trouve on prend la préambule, ça veut dire on lit un peu sur les grandes lignes de ces deux programmes, on trouve que ça a été concocté pour répondre à des problématiques des jeunes qui ont perdu un emploi lors de la COVID-19, ça veut dire ça calme, on peut dire, sans résoudre le problème réellement. Ça veut dire que oui, il y a des politiques, mais après, on n'est toujours pas dans le fond, on peut dire, du problème. Et la preuve, c'est que ni les chiffres du ACP considèrent que toujours les jeunes, c'est la catégorie la plus, on peut dire, touchée, notamment les diplômés, ça c'est un paradoxe, par le chômage. On parle de 30% de ces 13, donc c'est vrai que l'indicateur, exactement, s'est amélioré, mais légèrement, ça veut dire qu'il n'y a pas une amélioration qui est significative. Et en même temps, le rapport du Conseil économique, social et environnemental, le CSE, parle, on peut dire, d'une crise carrément chez les nets, ce qu'on appelle les non-éducation. Exactement, en formation, et qui sont, on peut dire, en nette augmentation. Est-ce que ça veut dire que les politiques, les dispositifs ne sont pas bons? Est-ce que ça veut dire qu'en face aussi, cette jeunesse ne répond pas forcément aux attentes, n'est pas forcément proactive? Parce que voilà, on voit bien aujourd'hui, tout le monde a fait la lecture et des lectures sur ces NIT, 1,5 million pour les 15-24 ans. Si on déplafonne à 34 ans, on est à 4 millions, on est bien d'accord? Exactement. Est-ce que les dispositifs Aurash, qui ont été arrêtés d'ailleurs, n'ont pas été reconduits parce qu'ils ne répondaient pas aux attentes de cette jeunesse? Mais on a l'impression, est-ce qu'on ne sait pas faire? Ou c'est la jeunesse, elle, qui se montre pas très active et très dynamique? Je peux répondre déjà que le nombre des demandes qui ont été soumises sur la plateforme Nido Aurash de Força était quand même important. Je ne me rappelle pas exactement des chiffres, mais ça a dépassé ce qui a été en fait prévu. Ceci dit qu'il y a un engouement. Força, c'était 10 000, il y a eu 3 ou 4 fois plus de demandes. Exactement, ça veut dire que c'est une lueur d'espoir. Il y avait quand même un engouement, on a soumis nos demandes, etc. Mais le problème, c'est que, comme je dis, ces programmes, parfois, ils ont une vision qui est court-termiste. D'ailleurs, le gouvernement reconnaît qu'il n'a pas encore atteint le 1 million d'emplois qu'il aspirait créer à l'horizon de la fin de son mandat, soit à l'horizon 2026. 2026, exactement. Et ceci dit que ces programmes-là, ils ont été, on peut dire, concoctés pour répondre à des problèmes ponctuels et non pas une politique d'emploi. D'ailleurs, maintenant, on en parle. Il y a une feuille de route avec le chef de gouvernement, etc. 15 milliards de dirhams mobilisés. Exactement, 15 milliards. Et ça, je trouve que c'est quand même, le financement, il est important, mais le plus important aussi, c'est un peu les axes qui font, on peut dire, cette nouvelle feuille de route et qui, on peut dire, donnent plus d'importance maintenant à ce qu'on appelle la gouvernance, parce qu'il y a une supervision qui doit se faire, il y a des données qui doivent être remontées du terrain. Vous êtes confiant par rapport à cette nouvelle feuille de route, pour la problématique emploi de la jeunesse? Exactement, de visu, ça veut dire un peu les axes, oui. C'est prometteur parce qu'il permet un peu, on peut dire, de rattraper certaines problématiques qui ont été posées par les anciennes approches et les anciens programmes. Parce qu'il faut dire que ce déficit d'emploi n'est pas associé uniquement au gouvernement d'Arnouch, mais il était depuis X temps. Et on avait pas mal de programmes qui ont parfois même conduit des jeunes derrière les barreaux parce qu'il y a l'absence de garantie, etc. Pour moi, c'est une question de réflexion pour pouvoir mettre le point, pas sur le financement, mais sur, on peut dire, des leviers de gouvernance d'une part, l'adéquation des programmes éducatifs et de formation professionnelle avec le besoin du marché, parce qu'on ne va pas recruter dans des filières, par exemple, qui ne sont pas demandées par les entreprises. Il y a aussi donc un levier qui est important pour l'emploi, c'est un peu le suivi, l'accompagnement quand on crée des entreprises. Les jeunes parfois paniquent parce qu'il n'y a pas des garanties auprès des banques, ils sont laissés pour compte. Ça veut dire que tous ces volets-là sont des volets pour moi de gestion et de gouvernance. Et cette feuille de route 2026, création de 350 000 emplois à l'horizon 2026 et un peu plus de 1 million du coup en termes de perspective. Hein. Oui. Et d'ambition à l'horizon 2030-2031. Est-ce que pour vous, en tant que jeune et qui est impliqué dans cette dynamique de jeunesse, est-ce que vous dites c'est jouable pour 2026 ou est-ce que ça peut être une fois de plus un écran de fumée?
Je trouve que pour 2026, c'est déjà, on peut dire, difficile à atteindre. Déjà, l'une des composantes de la coalition, à savoir Nizar Baraka, fait une sortie médiatique il y a 2 jours, qu'on ne va pas honorer ce chiffre d'1 million. Moi, je trouve qu'à l'horizon, peut-être de 2030, on pourrait atteindre ce chiffre. Si on prend, comme j'ai dit, ce programme, cette feuille de route, en comparaison avec les anciens programmes. Quand les pouvoirs publics parlent d'emploi et déclinent une feuille de route, c'est essentiellement pour répondre à la problématique du chômage et du chômage des jeunes. Oui. À partir du moment où il y a plusieurs dispositifs qui ont été menés ces dernières années, et même la problématique du chômage, vous avez raison de le soulever, c'est structurel, donc c'est bien antérieur à cet exécutif, sauf que cet exécutif est le parti qui pilote cette majorité gouvernementale. Lui, il a annoncé la création de 1 million d'emplois, donc c'est pour ça que ça c'est un gros caillou qu'il a dans la chaussure et qui risque de le traîner jusqu'en 2026. Mais bref, est-ce que ça veut dire qu'en fait, on est chaque fois en train de créer des espoirs, et ensuite ça se traduit par des désespoirs pour la jeunesse, puisque les dispositifs n'arrivent pas à atteindre leur objectif? Oui, exactement. Ça veut dire la feuille de route, comme je l'ai dit, d'apparence, c'est les promoteuses. Après, donc, on parle que ce gouvernement, déjà, on est à une course électorale pour le 2026. Est-ce qu'on pourrait garantir, on peut dire, la continuité, parce que le problème aussi dans les politiques publiques, c'est la convergence des politiques publiques, c'est la relève, ça quand on a juste un nouveau ministre qui arrive, il n'y a pas de continuité forcément. Il n'y a pas de la continuité. Et le plus important, tant que je suis dans le domaine du data et du digital, c'est d'avoir des indicateurs. C'est très important, parce que quand on n'évalue pas à mi-chemin, donc il est difficile, on peut dire parfois, de juger à la fin du programme, que c'était, on peut dire, un échec cuisant, etc., alors qu'on n'avait pas des indicateurs. Moi, je trouve que maintenant, déjà, il y a 3 comités. L'un des comités serait chargé juste de la data, ça veut dire de remonter des données et de les analyser du terrain, parce qu'il faut dire aussi que l'emploi, c'est une particularité qui s'adapte, on peut dire, à la particularité des régions. Donc, nous avons, par exemple, des régions qui sont plus dans le secteur primaire, l'agriculture, pêche maritime, etc., un autre qui est plutôt orienté service, c'est le secteur tertiaire. Donc, on peut dire que cette remontée de données pourrait éventuellement nous permettre d'évaluer à mi-chemin, mais aussi d'amener, on peut dire, des corrections au fur et à mesure aux couacs, aux problèmes qui pourraient être Justement, soulevés. Vous avez fait référence au fait que la pré-campagne électorale a déjà démarré. Vous avez cité d'ailleurs Nizar Baraka, le patron secrétaire général de l'Istiklal, parce qu'il y avait une rencontre qui était prévue, qui s'est tenue d'ailleurs dimanche avec les membres du Conseil national du parti. Il y avait en même temps le RNI qui était, après avoir fait Dakhla, qui était donc lui il est plutôt au sud, donc qui était à l'Aïoun. Il y a l'USFP aussi qui a réuni un petit peu ses membres, le PAM aussi, au travers d'un verre de thé. Est-ce que tout ça, quand on est jeune comme vous, qui énumérez ces problématiques et ces défis auxquels sont confrontés quotidiennement notre jeunesse, est-ce que vous dites, comment vous voyez ça? Le fait que d'ores et déjà, les partis sont déjà orientés 2026 pour les élections, et que certains les critiquent en leur disant, attendez, occupez-vous d'abord du quotidien d'aujourd'hui, parce que les élections, c'est plus tard. Oui, je trouve que la course électorale, qu'il commence à une année, on peut dire, de la fin du mandat du gouvernement actuel, plus ou moins logique, mais pas, on peut dire, cette manière d'essayer un peu d'attaquer, parce que parfois on trouve même les composants de coalition de s'attaquer, de se jeter les responsabilités, alors qu'ils forment plus ou moins une coalition qui était l'une des premières, on peut dire, au Maroc. Pour vous, c'est une coalition idéologique ou une coalition arithmétique? Parce que vous avez une certaine maturité, vous, politique. Plutôt arithmétique, je dis, parce qu'il n'y a pas idéologique, mais après, quand on parle de 3 partis, on avait déjà on peut dire, des gouvernements auparavant qui étaient balkanisés. Ça veut dire on a plus que 5-6 partis parfois qui orchestraient un gouvernement. Maintenant, nous avons 3, et d'ailleurs ces 3, ils sont présents pas qu'avec une majorité confortable, ni aussi bien dans le Parlement que dans les circonscriptions locales, les mairies, etc. Ça veut dire que normalement, il faut y avoir plus d'homogénéité. Ça veut dire qu'il y ait une course. Peut-être pour les prochaines élections, c'est normal, parce qu'il y a un enjeu, Maroc 2030, on parle un peu du défi de taille, donc c'est normal que chaque parti doit, on peut dire... Dans Maroc 2030, il y a la jeunesse qui est projetée. Selon vous, que tout le monde, ces partis politiques qui sont déjà en pré-campagne électorale, est-ce que pour vous, ils ont intégré cette composante, c'est un tiers de la population, jeune, pour projeter le Maroc dans un horizon aussi large que celui de 2030? Pour le moment, il n'y a pas assez d'éclairage par rapport aux grandes lignes des programmes électoraux qui seront proposés. Moi, je trouve que maintenant, ce qui se joue dans cette pré-campagne électorale, c'est beaucoup plus d'échanges, d'accusations. Parfois aussi, c'est un peu de se montrer le parti qui pourrait répondre à certains engagements que le gouvernement actuel a failli atteindre, malgré qu'ils ont été, en fait, par exemple, l'emploi, etc., un tiers d'investissement, ils ont été parmi les engagements présentés au peuple
officielle au lendemain donc, des élections de 2021, ça veut dire dans le programme gouvernemental. Donc il n'y a pas, on peut dire, assez de visibilité sur les programmes et par conséquent, nous n'avons pas, on peut dire, une idée précise si les jeunes font partie des composantes qui seront, on peut dire, présentes dans ces programmes. Donc, on n'a pas, c'est toujours un flou qui persiste là-dessus, mais je trouve quand le RNI, en tout cas, parce que je parle du RNI, le patron du RNI, il l'a fait il y a 15 jours à Dakhla, il l'a répété à l'Ayoun, nous sommes le gouvernement des réformes et des réalisations. Jamais un gouvernement dans l'histoire contemporaine et du Maroc indépendant n'a réalisé autant de réalisations, n'a réformé autant que nous, et surtout, l'État social, c'est grâce à nous, ça d'une part. D'autre part, vous avez le PJD qui a réélection d'Abdillah Ben Kirène, qui lui amène en tout cas le débat sur le terrain idéologique, avec le renforcement de l'identité islamique, c'est la priorité. Et ensuite, les autres partis aussi, qui sont entre ceux qui sont coalisés et ceux qui sont dans l'opposition, qui sont ou dans la critique ou dans un soutien critique. C'est ça aujourd'hui. Quand on a cette carte politique, monsieur Nouni, quand on est jeune comme vous, qu'est-ce qu'on se dit quoi? On se dit, on va encore plus, ça risque de décrocher encore plus du côté de la jeunesse? Ouais, je trouve oui, parce que déjà, il y a un désenchantement, une désaffection. Donc, nous avons pu, au niveau de notre collectif, la GCMP, donc pointu de doigt à pas mal de reprises que maintenant, c'est l'échappatoire des jeunes pour pouvoir s'impliquer dans la chose publique, se rapprocher des cercles de décision, c'est les associations, parce que le taux déjà de participation politique et syndicale des jeunes reste en deçà des attentes. On parle de 1 et virgule, donc selon les derniers chiffres donc, que j'ai en tête. Après, donc, quand on voit une carte comme ça, et quand on voit une course, on peut dire, effrénée, pour pouvoir, on peut dire, préparer, dégainer ses armes, et parfois au détriment des autres formations politiques, on parle d'un niveau de débat et d'une communication parfois qui ne dépasse pas et qui ne franchit pas le stade d'échange, d'accusation. Donc certainement, voire les jeunes, voilà, parfois, sachant que ces jeunes-là, ils sont formés, bien éduqués, parce que nous avons des jeunes qui font, on peut dire, leurs preuves dans pas mal de pays. Ça veut dire qu'ils arrivent à décrocher des jobs. Je crois avant-hier, donc les Olympiades à Paris de la chimie, ils ont été décrochés par une équipe marocaine, d'une université d'ailleurs privée. Donc nous ne pouvons pas, on peut dire, jeter la responsabilité sur ces jeunes-là, alors qu'ils ont ce niveau, qu'ils sont appréciés, accueillis par les fleurs dans d'autres pays. Est-ce que ça veut dire que la jeunesse marocaine, lorsqu'elle est à l'extérieur du Maroc, elle brille, et que la jeunesse marocaine, lorsqu'elle est au Maroc, on fait en sorte qu'elle ne brille pas, ou en tout cas, elle a du mal à briller? Est-ce que c'est ça le vrai sujet? Se dire, voilà, il y a des environnements qui permettent effectivement propices au développement et au rayonnement, et peut-être qu'il y a d'autres environnements et d'autres territoires qui permettent le contraire. Ouais, je peux répondre. L'effort qui pourrait être investi, par exemple, pour pouvoir briller au Maroc, il est, on peut dire, x3, x4. En comparaison avec d'autres pays. Ça veut dire là où il y a un environnement, comme vous l'avez dit, il y a un écosystème qui encourage les jeunes, il y a le mérite, il y a pas mal, on peut dire, de mesures d'accompagnement, d'encouragement, etc. Donc on peut briller rapidement. Au Maroc, on a certainement des jeunes, on a on peut dire des parcours inspirants, mais pourtant ils ont mis beaucoup de militantisme pour arriver, parce que certainement ils ont trouvé des embûches sur le parcours. Ah mais si je vous pose une question très directe, est-ce qu'il y a un politique qui vous inspire, ou qui vous a inspiré, un seul? Vous, en tant que, je veux dire, meneur de cette jeunesse, avec ce club que vous présidez, est-ce qu'il y a un modèle d'un acteur politique inspirant? En fait, je n'ai pas le nom d'une personne, mais plutôt d'un courant. Moi, je suis beaucoup plus, on peut dire, inspiré par la gauche, parce qu'il porte certainement des idées parfois qui se chevauchent avec les miennes, par rapport à un projet de société, parce que quand on parle d'un parti politique, ce n'est pas que les élections, c'est encadrer les citoyens, c'est d'être, on peut dire, à leur cheville, c'est de résoudre le problème, les écouter, c'est aussi de pouvoir jouer sur 3 leviers qui permettent un développement, un vrai développement par la croissance économique, qui est mesurée par le fait qu'on ait cette croissance économique qui se répercute sur le citoyen, à savoir une société où il y a assez, on peut dire, moins d'écart. Voilà, entre moins d'inégalité. On parle de l'hôpital public, l'école publique. Quand vous dites à la gauche, je vais vous titiller, hein. C'est plutôt l'USFP, c'est plutôt le PP? Je trouve que dans les forces de la gauche, donc il y a, on peut dire, toujours de l'espoir. Moi, je trouve. C'est vrai. Il n'y a pas un parti en particulier auquel vous vous identifiez ou qui vous parle un peu? Ouais, je peux dire que le PPS, il est beaucoup plus, parce que j'ai suivi la dernière émission, le dernier épisode de votre programme avec Monsieur Chachi, et donc j'ai vu qu'il a pointé du doigt aussi le rôle de l'opposition. Moi, je trouve que, par exemple, le PPS, il trouve l'opposition très faible. Oui, à partir des recommandations. Donc il a dit qu'il y a une action, mais qui n'est pas en fait sanctionnée par des recommandations. Moi, je peux dire qu'il y a pas mal de lettres ouvertes qui ont été envoyées, des rapports analytiques au lendemain de la Covid-19, le chef de gouvernement, et d'ailleurs le chef de gouvernement avait répondu
que normalement ça passe dans les institutions de l'État, à savoir le Parlement, etc., et non pas à travers des lettres qui Pour arrivent. interpeller un chef de gouvernement, c'est ce qu'avait fait Nabil Ben Abdallah, c'est ça? Oui. 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 Donc, mais après, les choses sont rentrées un peu dans l'ordre. Non, c'est parce que c'est le rôle que peut, on peut dire, être arboré par une opposition. Ça veut dire qu'il y a des recommandations, on n'est pas dans 2030, tout le monde en parle au Maroc, oui. Dans notre pays, là, depuis quelques temps. Est-ce que vous considérez, parce que certains considèrent, en tout cas, que si on loupe le virage 2030, ça va être compliqué. Donc, il y a un vrai virage à négocier. Oui. Mais peu de personnes parlent de notre jeunesse. Oui, je trouve que Est-ce qu'il y a pour vous un véritable enjeu je ne vais pas dire d'intégration, parce que ça veut dire qu'on les a désintégrés, en tout cas de la jeunesse, mais voilà, de pouvoir faire en sorte aussi d'embarquer cette jeunesse du pays aussi au travers de plus grand événement populaire sportif. Je trouve que pour le moment, il n'y a pas assez de programmes, on peut dire Aujourd'hui, on construit des stades. Oui, construire des stades, on est plus sur les infrastructures. Ouais. Exactement, ça veut dire on ne parle pas jeunes. Donc pour être sincère, c'est un constat aussi, ce n'est pas chiffré, mais on voit que tous les programmes on peut dire, se rencontrent sur le fait qu'il faut qu'on prépare l'infrastructure digne d'un pays qui va abriter la Coupe du Monde avec les deux pays voisins, l'Espagne et le Portugal. Toutefois, je trouve que c'est une opportunité, ça veut dire que les jeunes peuvent se mobiliser, parce qu'on pourrait par exemple créer assez d'emplois, le PIB, il pourrait par exemple être... Vous élargir, appeler la mobilisation de bénévoles, de centaines de bénévoles. C'est ça. Donc, est-ce que c'est pas un appel direct ou indirect lancé à la jeunesse aussi? Oui, indirect. De se mobiliser bénévolement aussi pour contribuer au rayonnement de notre pays dans la perspective de 2030. Oui, exactement. Ça veut dire que c'est un appel indirect, oui, mais on s'attend à plus. Ça veut dire que les jeunes soient valorisés, pas que quand on est des bénévoles dans les stades, etc. On l'a vu, on a vu ça, on peut dire dans les Olympiades à Paris, etc. Donc on veut aussi qu'on soit dans les devants de la scène. Si on le mérite, bien sûr, on a la compétence, l'expérience requise. Les jeunes, parfois, ils sont parfois critiqués par le fait qu'ils veulent arriver rapidement et le presse-beau temps. Le presse-beau temps caractérise, on peut dire, cette génération, c'est vrai, mais pas tous. C'est l'instantanéité aussi. Exactement. Ces jeunes, ils veulent tout de suite. Pas sans on peut dire, gravir les échelons. Oui, je confirme. Il y a une catégorie de jeunes, parce qu'on les a aussi au niveau de l'association, le collectif. Donc, il y a des jeunes parfois qui ne sont pas patients. Ça veut dire qu'ils sont, on peut dire, dans l'immédiat. Et normalement, on essaye c'est une pépinière également pour coacher, pour accompagner, c'est de leur inspirer, on peut dire, confiance, mais aussi patience pour pouvoir arriver. Mais la patience qui n'est pas en fait parfois un calmant. Voilà, comme je l'ai dit, on plante le décor, les jeunes sont là, mais on les console par la patience et ils ne pourront jamais arriver. Confirme pour 2030 pour vous, Amissi Nouni? C'est-à-dire que 2030, effectivement, ça passe ou ça casse? Oui. Pour cette jeunesse? Oui, parce que si on trouve le développement économique, la question qui intéresse les jeunes à tirer, on peut dire, de ces échéances que le Maroc va organiser, notamment la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique avant, c'est la création d'emplois. Et je trouve que économiquement, tous les pays qui ont abrité, y compris les pays qui sont comparables, parce qu'on ne va pas aller vers des pays qui sont plus forts que nous économiquement, notamment dans l'Occident, l'Amérique latine, etc. Donc, ils ont pu faire un bond significatif en termes des points du PIB. Il y en a qui ont fait un bond et ensuite ils ont fait tout à fait d'accord. Ils sont tombés sur la tête. Je pense au Brésil, par exemple, exactement, en 2014. Voilà. Exactement. C'est question aussi de renforcer, de capitaliser. Mais je trouve que le Maroc ne pourrait pas sortir perdant de cette organisation de la Coupe du Monde, parce qu'il y aura la création d'emplois, il y aura des investissements privés assez importants, il y aura également une prévision d'augmenter le PIB avec 1,5 à 3%, chose qu'on n'a pas pu... 3% dans le meilleur des cas. Mais oui, dans le meilleur des cas, 1,5. Ouais. Oui, c'est ça. Aussi, on a, on peut dire, l'espoir d'avoir un pays qui est, on peut dire, qui répond, on peut dire, aux exigences des jeunes en termes, on peut dire, de services publics. Parfois, on critique parce qu'il ne faut pas également ancrer la jeunesse dans la zone urbaine, dans le périmètre urbain. Donc, nous avons des jeunes qui sont dans les zones rurales, etc., les zones éloignées, qui n'ont pas, on peut dire, les moyens, par exemple, de connexion. On parle là du gap et déjà les opérateurs télécoms travaillent dessus pour la fibre, pour la 5G, etc. Donc, je trouve qu'on peut en bénéficier parce que parfois, il y a des gens qui sont dans des zones enclavées qui n'arrivent même pas à communiquer, à exprimer leur point de vue, à poursuivre leurs études, etc. Ça veut dire que c'est une lueur du espoir, voilà, qu'on pourrait saisir. Les jeunes ne sont pas évoqués explicitement, je le répète encore une fois, mais nous pourrons, en tant que jeunes, avec on peut dire cet esprit d'opportunisme, de pragmatisme entre parenthèses, de saisir l'opportunité et la rendre à notre faveur. Donc vous faites partie de ceux qui disent effectivement 2030 c'est un vrai rendez-vous pour la jeunesse et pour le pays. C'est où effectivement on arrive à embarquer un maximum de jeunes et à faire en sorte de créer suffisamment de richesses pour donner un statut aussi à un maximum de jeunes, c'est-à-dire un statut, une dignité, ça passe par l'emploi. Oui. Donc, oui, voilà, cette échéance, elle est
Elle est capitale. Oui, il est capital. Il faut dire aussi qu'il n'y a pas que ce programme d'abriter la Coupe du Monde, parce qu'en parallèle, il y a aussi le Maroc Digital 2030 qui aspire à créer presque 3000 startups dans le domaine de tech. Et on sait très bien que ce domaine maintenant inspire les jeunes beaucoup plus. Et qui sont arrivés, comme j'ai dit, premiers dans des concours, dans des Olympiades, etc. à l'international. Je me suis dit qu'il y a des programmes gouvernementaux, des programmes des pouvoirs publics qui accompagnent la Coupe du Monde, qui normalement devraient sourire aux jeunes si on donne la place aux jeunes. Pourquoi vous dites devrait? Il faut, parce que vous êtes à mi-chemin entre certitude et incertitude. Oui, dans le condition, parce qu'il faut en fait que ces programmes s'orientent réellement, qu'ils portent leurs fruits, parce qu'il faut dire aussi qu'au Maroc, on a pas mal de programmes. On n'a pas dans l'incapacité de créer des programmes dans tous les secteurs. Nous avons cette incapacité parfois de poursuivre, de mesurer, on peut dire, l'impact. Et par exemple, dans l'emploi, on a cité que depuis 2009, il y avait des problèmes au niveau de tous les programmes d'emploi qui ont été initiés depuis le gouvernement. C'est-à-dire qu'on a des problèmes de croissance économique et de exactement, modèle. Donc du coup, exactement. C'est difficile pour nous de créer, d'arriver à stopper l'hémorragie du chômage. Exactement. Le conditionnel, c'est pour cette raison. Ça veut dire qu'on aspire qu'on arrive à ce qui était prévu. Confiant à l'avenir et le destin de la jeunesse de notre pays? Oui, parce que si on compare le Maroc, sans on peut dire dresser un tableau sombre pour notre jeunesse, si on compare le Maroc d'il y a 20 ans à aujourd'hui, il y a certainement pas mal on peut dire d'avancées, pas en termes d'infrastructure ni d'ouverture, on peut dire aux jeunes. Plus de perspectives pour la jeunesse. Exactement. Je crois que si on continue dans la prédiction, la data science, etc., on peut aspirer mieux, on peut dire, dans les années à venir, à condition qu'il n'y ait pas, par exemple, de retour en arrière, des débats politiques qui s'ancrent, on peut dire, dans l'échange d'accusations entre les différents partis. Donc il faut élever le niveau. Exactement. Ça veut dire qu'il faut contribuer à ça parce qu'on parlait de la Constitution en 2011, la bouffée d'oxygène qu'a apporté pour les jeunes, etc. Mais après, il y a aussi un débat et parfois aussi des gens qui arrivent au pouvoir législatif avec les deux chambres, des représentants et des conseillers, etc., qui n'ont même pas le niveau de lire un papier. On les voit dans les séances de questions hebdomadaires. Ça veut dire qu'il y a l'argent toujours qui est utilisé pour arriver à ces deux composantes de notre pouvoir législatif qui normalement contrôlent l'action gouvernementale et à la fois la première chambre et la deuxième chambre. Exactement. Donc confiant, mais une confiance conditionnée de Amine Sellouni en l'avenir et qu'on change de mentalité surtout, parce que ça se joue dans la mentalité et on le disait. Ça parfois c'est le plus dur. Exactement. Parce que ça prend plus de temps. Changer la mentalité, ça prend plus de temps. Il y a de la résistance certainement. Il y a des poches de résistance et qui ont, on peut dire, parfois paralysé pas mal de programmes dans pas mal de secteurs, tels qu'on parle des médicaments, dans le secteur de la santé, etc. C'est difficile, mais je trouve que c'est possible. Ça veut dire qu'on milite jusqu'au bout et certainement on peut y arriver. En tout cas, il faut y croire et puis 2, il faut pousser. Exactement. Et il faut que les jeunes aussi prennent le statut d'un actif et non pas d'un spectateur passif. C'est très important parce que même dans notre collectif, pour ne pas jeter la responsabilité que sur le pouvoir public, nous ressentons, on peut dire, des jeunes qui sont, comme je dis, dans le presse-bottant, qui reculent plus, qui sont plutôt focalisés sur leur carrière professionnelle, leur vie de foyer. Agenda privé. Exactement. Mais on peut dire que c'est un statut qui ne nourrit pas, on peut dire, ce Maroc. Voilà, de développer qu'on aspire, parce qu'après, il faudra la relève, et il faudra aussi, même dans les coalitions, dans les formations, politiques, il faudra de la relève, parce que même s'il y a quelqu'un qui veut rester jusqu'à sa mort au niveau du secrétariat général d'un parti, il faudra de la relève. Donc, ça, certainement, les partis doivent, on peut dire, miser sur ça, et je trouve qu'il faut un peu encourager les jeunes beaucoup plus. Je trouve qu'à travers les associations, c'est déjà, on fait ce qu'on peut, parce qu'il faut dire qu'on n'a pas une baguette magique pour pouvoir mobiliser. En tout cas, on voit bien que l'espoir est là, et que tout va être fait, en tout cas vous concernant pour être impliqué et être dans l'action, et vous espérez aussi que ceux qui sont aux responsabilités auront cette sensibilité aussi pour pouvoir créer le maximum d'espace pour que cette jeunesse puisse s'exprimer. Le carburant sur l'espoir, ça veut dire sans espoir déjà, parce qu'il y a des gens qui sont très désespérés, donc ils font déjà rien. Mais après on critique. Ça veut dire qu'il faut quand même mettre la main dans la pâte pour pouvoir juger, et après si on échoue, il n'y a pas de souci. Merci infiniment. Merci à vous. Tour d'horizon extrêmement dynamique, mais ça je m'en doutais avant de démarrer le débat avec vous sur ces espoirs en matière de jeunesse, mais en même temps un état des lieux qui soit le plus réaliste possible, et puis les perspectives aussi, parce que Maroc 2030 ne peut pas se faire sans sa jeunesse. Un tiers de la population, ne pas l'oublier aussi, qui est là et qui est frappée aussi de plein feu par la précarité et une situation déplorable en matière d'emploi. Merci infiniment à vous. Merci à vous de me recevoir. Et bonne chance. Merci. 7e Sens, à suivre sur la chaîne l'ODJ TV et à réécouter sur R212, la web radio des Marocains du monde.